Bonjour Philippe, Bonjour Christine. je me réjouis que tu aies répondu positivement à cette invitation sur les dialogues alchimiques et je vois que tu es dans un endroit magnifique. Est-ce que déjà Ah oui. tu peux nous dire où tu es et après on ira sur l'intention. Est-ce que tu as envie de nous partager ça? Bien écoute, depuis le mois d'août dernier, 2019, je suis accueilli au Bouchot, qui est un écolieu en Sologne, tenu par dont les gardiens sont Anne et Jean-Philippe Beau. Et donc depuis maintenant plus d'un mois, en confinement avec 12 autres personnes, puisque nous étions 12, donc dans une ambiance, comment dire, sereine, assez communautaire, enfin en communauté, et ma foi, avec une légèreté dans le confinement, puisque les relations que nous avons les uns avec les autres sont riches, agréables, fructueuses, et que donc le confinement est une période pour moi qui est une belle période, mais nous en dirons peut-être plus par rapport au projet que je poursuis ici, et pourquoi cette période est devenue pour moi une vraie chance en fait. Voilà, bah écoute, moi je ne mets pas le fond marin derrière, ou alors si, je vais le mettre 2 minutes pour monter. Donc moi je suis à Biarritz là pour le moment, mais sans forcément me délecter encore de l'océan, puisque la période du confinement n'y est pas encore propice. Mais voilà, en tout cas, j'étais contente de revenir dans cet espace-là pour être au contact un petit peu plus près de la terre. Alors, on n'a sans doute pas le même espace que vous, mais on a dans la résidence un parc qui permet quand même d'aller se reposer, se connecter à la nature et tous les jours, je peux voir ce qui pousse. Et d'ailleurs, hier, j'ai trouvé un cep en plein dans un petit morceau de prairie, la chose assez inattendue. Je l'ai ramassé et nous nous sommes, on l'a mangé à midi et on s'est délecté. Donc, comme quoi, tu vois, les moments de confinement réservent des surprises. En tout cas, merci pour voilà, cette introduction, savoir dans quel espace on est. Je pense que ça peut être intéressant de le savoir. Est-ce que tu serais d'accord pour dire quelques mots de toi, ceux qui sont aujourd'hui vibrants, ceux que tu aurais envie de dire de toi là maintenant? Je suis d'accord. Simplement, effectivement, je pose un peu ma pensée pour pouvoir dire des choses qui sont signifiantes. Il y a plusieurs notions peut-être qui sont très présentes chez moi aujourd'hui. Et qui m'étonnent et qui me réjouissent en même temps. C'est à 62 ans, je suis près de 63 ans, je suis en train de euh, prendre un nouveau tournant en fait dans mon existence, de lui donner un nouveau sens, un nouveau rythme, euh, de vivre une aventure qui est totalement nouvelle pour moi, puisqu'il va s'agir, on va le dire tout de suite, du nomadisme. Donc c'est quand même par rapport à moi autrefois éminemment sédentaire, le nomadisme va être une forme de vie qui va être toute nouvelle. Et donc, ce qui me surprend, c'est à 62 ans de pouvoir être si jeune dans l'expérience, puisque c'est quelque chose que je ne connais pas. Nomadisme, qui plus est, avec des compagnons à quatre pattes et à sabots, avec des chevaux, dans une roulotte, donc une grande roulotte. Euh, et néanmoins, quand je me retourne sur le chemin passé, j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu beaucoup de vies différentes, beaucoup d'existences différentes, en tant qu'élu, en tant que salarié, en tant que père, en tant que
comédien, en tant qu'écrivain, en tant que voilà, beaucoup d'expériences très différentes dans des milieux très différents. Le La sensation en fait d'une jeunesse perpétuelle, d'une jeunesse qui se renouvelle parce que, il y a tant d'expériences à vivre, pour trouver la forme juste, pour, adapter en fait, le temps et l'énergie que l'on consacre, à mon existence, que, j'ai le sentiment même parfois, alors que je suis au seuil de cette nouvelle vie de nomade, que peut-être d'ici 5 ou 10 ans, une nouvelle aventure, me tendra les bras, une nouvelle porte et cetera. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien d'actif, que tout peut être, écrit, réécrit, réimaginé. Heu, Ça, c'est très agréable. C'est ce qui m'anime le plus, en fait. Mmh. Eh bien, écoute, merci parce que ça change des présentations, sociales, qui existent aussi, mais bon, je pense que les gens peuvent aller taper sur internet pour trouver les informations. C'est amusant parce que tu parles de nomadisme et de sédentarité et si je fais un écho puisque nous sommes dans une conversation, moi je dirais que je viens de vivre une grande phase de nomadisme intense. Alors nomadisme sédentaire, mais quand même, hein, où j'avais 2 lieux, enfin un pied dans chaque lieu, puis un autre pied parce qu'il y a des gens, ils ont plusieurs pieds et un troisième pied qui arrêtait pas d'aller, là où les missions, d'activité me portaient. Hem, alors je suis pas une férue d'astrologie, mais il paraît que c'est inhérent en plus à mes signes, il paraît et donc c'est vrai qu'entre le Verseau et le Sagittaire, il y a une espèce de soif d'aller voir le monde, de connaître le monde, d'aller voir comment c'est chez les autres pour, voilà, en tout cas, c'est ce qui m'anime, c'est comment sont les personnes, plus il y a de la diversité de personnes, comment ça peut être réjouissant, voilà. Donc là, le confinement, comme pour beaucoup de personnes, a mis un arrêt net au nomadisme, au moment, et je t'en avais un peu parlé, au moment où justement je me disais, bon, est-ce que je co-crée avec d'autres un écolieu, etc. Et là, je vais laisser les choses se déposer pour qu'elles soient au maximum de justesse dont tu as parlé. Parce que pour moi, tout n'est pas encore aligné. Et puis, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave si l'univers me convie davantage à un alignement intérieur qui ne se traduira pas par un alignement extérieur dans un écolieu, bah, c'est pas grave, je suivrai le flot du vivant. Mais c'est drôle, en tout cas, ces partages où d'une vie que tu qualifies de sédentaire, te voilà partie dans une vie nomade. Et moi, depuis ma naissance, j'ai une vie nomade qui s'était bien accentuée sur 10 ans, là. J'avais l'impression d'avoir une valise en appendice, tu vois. Donc, il y a les griffes tractiles des chats et moi, j'avais des valises au bout de mes mains. Et là, dans le confinement, ce que je déguste, c'est ce que vivent certaines gens. C'est-à-dire, c'est drôle de voir les éléments de routine qui peuvent se mettre en place quand on a une sédentarité. Ne pouvant pas les gambader dans les bois de façon totalement inconsidérée, bah, du coup, je me suis mis des routines de marche dans le parc, tu vois, donc tous les jours. Du coup, j'en ai compris Kant, parce que pour moi, j'avais beaucoup de mal à imaginer que ce monsieur pouvait parcourir les mêmes lieux tous les jours à la même heure. Voilà, donc là, j'y suis rendue, alors pas toujours exactement à la même heure, mais quand même. Et je déguste. Je me dis, qu'est-ce que ça me permet? Alors, ce que ça me permet, c'est de voir les bourgeons, de saluer les arbres, de les voir tous les jours pousser davantage. Voilà, donc je pense que c'est les expériences de sédentarité et de nomadisme et celles-ci spécifiques du confinement peuvent amener à des choses singulières qui vont nous amener à l'étape suivante de notre conversation. Alors, ce que je te propose, c'est peut-être de clarifier l'intention de part et d'autre, si tu veux bien, puis après de rentrer dans ce que tu as envie de déposer et ce sur quoi ton matériel me donnera envie de rebondir. Euh, L'intention dans la proposition, l'invitation que je t'ai faite, c'était de dire, bah, de ce moment singulier, est-ce que nous pouvons dégager quelque chose d'une alchimie intérieure
pour une alchimie collective qui peut se limiter à la famille, qui peut se limiter à un nous plus large, ou à quelle nouvelle part on va prendre dans la société, dans le monde. Et donc je me suis dit, voilà, allons visiter qu'est-ce qu'il peut y avoir de ces transformations intérieures pour une transformation collective. Et nos rencontres et nos mails et nos posts, etc., me donnaient l'impression qu'il y avait une densité, une texture bien intéressante à tricoter. Voilà mon intention à moi de convier à cette conversation. Et toi, de ton côté, à y répondre? Je ne sais pas si tu te souviens quand tu m'as interrogé, quand tu m'as invité à venir à, dans ce dialogue, je t'ai dit, je ne sais pas ce que je vais pouvoir, j'ignore ce que je vais pouvoir apporter que ne savent pas déjà, que ne sentent pas déjà la plupart des gens. Et je t'ai dit parce que je me vis comme quelqu'un de simple. Je- donc, au travers de ce dialogue, en tout cas, moi, ce que je veux offrir, je sais ce que je veux offrir, l'intention que j'ai à offrir, c'est ma simplicité, euh, qui me donne beaucoup de joie, qui me permet de goûter les instants, ce temps avec toi, le temps que j'ai passé il y a 1 heure à partager le repas avec les autres, faire la vaisselle derrière, voilà. M'occuper un peu de mon fils, parce que j'ai un fils de 6 ans qui est avec moi ici. Voilà, mon intention, elle est là, témoigner peut-être de la simplicité dans laquelle je vis. Et je pense que ça peut être aussi une piste qui peut servir le collectif, la simplicité. Écoute, ça me va bien. Donc, écoute, merci pour ce partage d'intention. Je te propose qu'on rentre dans la conversation en partant peut-être déjà de ce premier film de simplicité. Est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce qui t'y a conduit? Comment tu es arrivé à cette simplicité? Je pense que c'est tout mon parcours d'existence, en fait, a été un chemin d'un mot que j'aime beaucoup, un chemin d'épure. Me débarrasser, laisser partir. Je suis né dans une famille très aisée, et j'aurais dû, probablement être quelqu'un, vivant avec beaucoup d'avoir. Et puis les revers familiaux ont fait que, les laboratoires, les haras, les propriétés, les yachts, enfin le yacht, tout ça, pouf, ça a disparu. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure, bien sûr, j'ai construit ma vie, je me suis marié, nous avons eu, nos premiers enfants, et puis les choses se sont là aussi dissoutes. Je me suis retrouvé seul, puis avec un nouvel enfant, dans des conditions beaucoup plus simples. Hem et puis dans un appartement à Orléans, où je pensais finir mes jours, et toujours dans une, comment dire? Acceptant, en fait, de ce qui advenait, heu, à la fois une étape qui me déstabilisait, mais en même temps, je m'apercevais que j'étais au moins aussi heureux qu'avant, si ce n'est plus, et souvent plus. Et donc la dernière étape, ça a été quand j'ai pris la décision de devenir nomade, et donc de vivre alors ça va être une grande roulotte, 18 m², c'est énorme déjà. Ah oui, oui, c'est grand. Mais passer de 70 m² à 18 m², en devant être léger pour les chevaux, ça veut dire avoir le moins possible. Donc, j'ai vendu l'appartement, j'ai vidé l'appartement. Ça a été très long d'ailleurs. Je voulais donner plein de choses, et puis ça collait, ça me collait à la peau. J'arrivais pas à m'en débarrasser. C'était terrible. Je peinais beaucoup, en fait, de me rendre compte que
cet avoir était là autour de moi et que même si je voulais m'ébrouer, épurer tout ça, ça restait malgré ma volonté. C'était terrible. C'était 3 mois assez difficiles et aujourd'hui, en fait, j'ai encore trop. Je m'aperçois que il va falloir que quand je vais remplir ma roulotte, bon, je vais encore devoir j'ai laissé 90 de mon avoir, mais il va falloir encore que je laisse peut-être 50, 60, 90 de ce que j'ai cru devoir emporter. Donc ça j'allais dire, moins d'avoir, heu, simplifie l'être, hem et tout se met en concordance par rapport à ça. C'est-à-dire que, hem, ici, quand, au Bouchot, quand, on veut manger, par exemple, eh bien, il faut, participer, à la confection des repas, mais ça va de soi. Mais heureusement, dans la communauté, il y a des gens aussi qui font, pousser des légumes, qui font, et c'est des choses simples. De temps en temps, je donne un coup de main pour aller, faire des semis ou enlever du liseron. C'est des choses simples, c'est des choses simples. C'est des choses qui rapprochent de l'essentiel et qui laissent la place, en fait, à, des sourires, des petites fêtes, des moments de joie, les chevaux aussi, énormément. La rencontre avec mon premier cheval, enfin mon premier cheval, c'est pas mon d'ailleurs, parce que j'ai tellement l'impression de lui appartenir autant qu'il m'appartient que. Mais la présence, la relation avec le cheval est une relation éminemment simple. On ne peut pas être compliqué avec un cheval. L'alignement est nécessaire. Ce que je suis, ce que j'ai à te présenter, doit être là en permanence, parce que sinon la relation n'existe pas. Voilà, donc je crois que c'est, pour répondre à ta question, je crois que c'est une série d'événements qui ont fait que toute mon existence a été un chemin d'épure, un chemin où euh, tout ce qui était superficiel, tout ce qui était encombrant, de toute façon finissait par disparaître. J'ai eu énormément de chance. Je sais même pas. Je l'ai pas décidé. J'ai pas voulu. J'ai euh, j'ai écrit un jour une petite phrase qui dit je n'ai pas de mal à garder mon cap, c'est lui qui me garde. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que ce chemin, il était là et je ne fais que de le parcourir sans beaucoup de difficultés, avec parfois un peu d'insouciance ou de paresse. Mais ça me mène vers ça. Et c'est bien, à chaque fois, c'est bien. Peut-être en écho, je partagerai, puisque comme je t'ai dit, je propose de rebondir sur ce que tu proposes, Oui, sur cette matière que tu donnes, cette matière première qui va faire notre petite sculpture d'un petit temps ensemble. Euh, euh, Moi, j'ai eu un chemin aussi qui est venu couper des choses, hein. Donc, il y a eu un certain nombre de coupures dans la famille ou d'éléments euh, qui ont été pas forcément faciles. Il y a eu des morts dans ma famille qui ont été douloureuses, violentes, du coup questionnantes. Euh, Quand j'étais petite, déjà, je me posais la question de savoir pourquoi, dans des familles qui s'aiment, pourquoi il y a de l'agressivité. Alors, je ne dis pas que dans ma famille, on était particulièrement agressif, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des souvenirs de moments particuliers de repas où il y avait quelque chose que j'aimais pas, quoi. Il y avait une saveur, non pas dans les aliments, mais dans la relation, qui me convenait pas avec on dirait aujourd'hui avec des jeux psychologiques entre les individus. Donc je n'avais pas les mots pour le dire, hein, qui arrivent avec la connaissance plus tard, mais j'avais un goût dans la bouche qui me faisait dire il y a un truc qui va pas. Donc ça a quand même beaucoup conditionné ma vie, essayer de comprendre comment ça marche cette bestiole humaine, à commencer par moi-même évidemment. Et je me suis dit, qu'est-ce qui nous amène à déployer de l'agressivité, de la violence? Pourquoi on fait ça alors que finalement,
sur toute la Terre, on dirait que les gens cherchent l'amour et le bonheur. Donc ce paradoxe me questionnait. Il m'a tellement questionné que j'en ai fait une part entière de mon travail, dans le sens de mes recherches, de mes pratiques, de mes écrits, enfin bref. Et l'idée, c'était pas de rester englué dans la violence. Hein. Il y en a qui sont chercheurs et qui restent toute leur vie là-dedans. Moi, c'était pas quand même ma tasse de thé, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais essayer de comprendre, mais pour en sortir. C'était quand même ça le but du jeu. Et donc d'aller jusqu'à la paix. Et ça m'a conduite à proposer un petit groupe, une petite fraternité qui a émergé il y a 14 ans, de dire avant de se soucier de la paix dans le monde, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on voit où on en est de nos paix intérieures respectives, puis on verra après si on est grand, on verra si on peut apporter un truc au monde ou pas. Et donc l'écho avec ce que tu dis, c'est que si j'écoute ce que tu dis et que je repasse le fil de ma vie à moi, je vois qu'il y a eu des moments avec des épisodes qui ont été quand même violents, comme si justement, puisque j'avais ce questionnement, pourquoi il y a de la violence dans l'être humain, dans la relation, on m'en avait fait le cadeau, tu vois. Bon, mais après j'ai dit non, mais j'ai dit que je voulais en sortir, hein, on va pas y rester tout le temps quand même. Mais en tout cas, à ces moments-là, ça a été du coup des moments de pause obligatoire. Voilà, j'en prendrai qu'un. Mon père est décédé en rentrant dans un IRM pour faire un examen. Donc, quand dans la matinée, ma mère m'avait laissé 9 messages, je me doutais bien qu'il devait y avoir un problème. Et au son de sa voix au début, j'ai bien vu qu'il s'était passé un désastre. Donc, ça me fait un peu penser aux voiles, tu sais, les 7 voiles qu'on peut retrouver dans toutes les traditions, et notamment dans la tradition biblique et kabbaliste. Et c'était vraiment les X voiles qui se déchiraient pour autre chose. Alors la bonne nouvelle, c'est que visiblement j'ai dû me mettre un tout petit peu au travail parce que c'est de plus en plus doux et léger. Donc les voiles sont de plus en plus légers et les étapes douces et légères. Mais il y en a eu quelques-unes qui étaient vraiment des déchirures de rideaux. Mais peut-être que ma matière première nécessitait d'y aller à la serpe pour avoir des chances de faire émerger autre chose de moi. Donc tout le dialogue entre mon âme et ma personnalité, mon ego, voilà, qu'il fallait dompter. Je suis cheval de feu, alors ça explique, hein, tu vois, une espèce de truc. Toi, tu as un cheval physique, moi j'en ai un dedans. Donc il y a à la fois des belles potentialités, on va dire, mais il y avait aussi des choses à domestiquer. Je ne suis pas sûre que tu serais contente d'avoir un cheval comme moi, ou en tout cas un cheval que j'ai pour ton équipage. Donc, je pense que tu as dû choisir un compagnon plus apaisé que ce que j'étais. Donc voilà, un chemin de vie où il y avait un appel. Je sens que, tu vois, quand je me remémore à partir de quand j'ai eu des appels spirituels, en fait, ça fait depuis très très longtemps. Mais je pense que ma matière première n'était pas prête et qu'il m'a fallu des choses difficiles à la fois pour donner des clés sur ce chemin de la violence à la paix et aussi des clés pour moi-même pour épurer l'animal, pour me délester d'une énergie de vie qui permet de tirer des choses, de faire des choses, d'avoir un leadership d'entraînement, mais qui a évidemment comme revers de la médaille de ne pas être assez dans le lâcher-prise. Donc, j'ai eu une surprise extraordinaire en 2013. En 2013, je me suis posé la question de savoir si je renouvelais ou pas mes vœux de sœur laïque. Bon, on va passer sur ce que j'entends par là, mais c'est simplement une dénomination pour moi-même pour décrire ce que je sentais que je suis devenue. Voilà. Donc ça, c'est la mort de mon père a eu lieu en 2001. En fait, quelque chose s'est vraiment complètement modifié en moi à ce moment-là, jusqu'à m'amener à un état où je me sentais suffisamment pleine, entière, pour pas avoir besoin d'aller chercher avec un autre une complémentarité. On va dire ça comme ça, pour essayer d'avoir un propos intelligible pour les autres. Bon. Tout en gardant la vigilance psychologique de vérifier que je ne me forgeais pas une jolie identité sociale pour éviter quelques petits
travaux pratiques. Mais bon, c'est pas le sujet de là maintenant. Mais j'avais quand même gardé cette vigilance en disant, dis donc, il faudrait quand même vérifier que. Bon, bref, en tout cas, l'élan était tellement fort en 2003 que j'ai dit, il faut que. Enfin voilà, j'avais besoin d'amis témoins pour pouvoir déposer cet engagement. Et donc, 10 ans après, en 2013, j'ai dit, je fais quoi maintenant? J'oublie ou je renouvelle? Et il y avait quelque chose qui était un peu comme ça, yes, no, enfin bon. Bon, bref, je prends la décision, je dis, allez hop, j'y vais. J'y vais, c'est-à-dire je repars sur un cycle. Ce que je voulais dire dans cet engagement-là, c'était vraiment un engagement au service, en fait. Je me sentais là-dedans. Et je me rappelle d'une amie qui me dit, mais alors, vraiment, avec grande gentillesse et générosité et bon sens, elle me dit, au fait, est-ce que tu as pensé à préparer cette cérémonie? Parce que c'est plutôt une personne qui prépare, elle. Moi, je suis plutôt à écouter les flux du vivant et à composer avec. Néanmoins, comme le flux du vivant m'a apporté cette préparation, j'ai dit, allons-y. Donc, j'ai dit, pourquoi pas? Et donc, cet ami et son compagnon m'amènent dans un lieu, chez Charles de Foucault, là où il a fait ses vœux. J'ai pas vu de lien, effectivement. Et je passe l'épisode qui a lieu dans l'église, parce que accessoirement, j'ai vécu une extase mystique. Alors déjà, ça, c'était bien. Donc je dis, ah bah oui, j'ai bien fait de venir me préparer. Hein. Mais c'était pas là que c'était rigolo. C'était après. Et après, je vais dans tous ces lieux sacrés ont toujours une petite boutique pour permettre à la communauté d'avoir quelques subsides complémentaires à leurs travaux pratiques dans le jardin. Et donc, je vois la prière de Charles de Foucault qu'il dédie à l'époque à Dieu le Père, puisque c'est dans la croyance catholique. Je lis ça, j'ai ah oui, non, mais non, ça, ça va bien se passer. C'était une belle inspiration, mais en fait, non. Hein, voilà, bon. Donc, un peu plus tard, je retrouve la même prière et le soir même, l'ami en question me l'avait achetée et déposée dans mon assiette. Bon, je crois qu'il y a un message. D'accord, j'accepte. Et là, j'entends vraiment à l'intérieur de moi, j'ai oh là 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 là. Parce qu'en fait, en substance, hein, c'est la prière où il s'abandonne au Père, mais en fait, c'est l'abandon à la vie, enfin, quel que soit le terme qu'on emploie, l'abandon au vivant, etc. Et en fait, je me dis, oh mon Dieu, je pressens que ça allait être chaud patate l'épisode. Eh bien, je ne me suis pas trompée. C'est-à-dire que dans les mois qui ont suivi, j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle une nuit mystique, mais alors bien. Et évidemment, ça vient toujours chercher le petit point sur lequel on est sensible, sinon c'est pas rigolo. Voilà. Donc mon intuition de ne pas vouloir aller dans cette prière était juste. Par contre, d'y aller quand même était encore plus juste. Et je suis terriblement heureuse et pleine de gratitude de ce chemin, même si tous les jours il n'était pas confortable et que tous les jours c'était un apprentissage de ce que ça venait faire à l'intérieur et de dire voilà, au bout d'un moment il y aura de la lumière au bout du tunnel, tout va bien, je suis agie de l'intérieur pour me transformer, tout va bien. Et la petite fin d'anecdote de cette anecdote pour voir avec toi, c'est là il y a très peu de temps, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines qui correspond au décès d'une amie chère, complice de cette fraternité depuis plus de 10 ans. J'ai senti un nouveau voile, mais beaucoup plus léger, celui-ci, avec, voilà, il y a eu un avant, il y a eu un après, et là maintenant un engagement encore plus clair, plus fort, surtout plus public. Mais dans la douceur. Et donc là, un abandon total et joyeux en disant oui avec joie et bonheur et en ne sachant pas la suite du chemin, mais en y allant avec beaucoup de joie. Donc tu avais envie de rebondir, dis-tu? D'abord, je voulais te remercier parce que tu parles de ton expérience et des difficultés ou des douleurs que tu as traversées. Et si je voulais d'abord te
te remercier de ça et puis ensuite dire aussi que de mon côté, puisqu'on est dans un dialogue, que je ne voudrais pas laisser penser que je suis toujours d'une sérénité, d'une tranquillité absolue. Tu m'as posé la question tout au début de notre entretien en me disant est-ce que tu peux dire qui tu es? Alors je t'ai dit qui je suis aujourd'hui. Je t'ai pas parlé du chemin accompli et de la façon dont je l'ai accompli. Je pense que jusqu'à mes 50 ans, j'étais ce que certains nomment un guerrier. Tout reposait chez moi sur le vouloir, sur la volonté, sur le combat. En politique, c'était du combat. Familialement, c'était du combat. C'était de la confrontation, voire du conflit, voire de la brutalité. Mmh. Il y a 50 ans précisément, j'ai fait une très très belle dépression nerveuse qui m'a privé de la parole pendant un certain temps. Je ne pouvais plus parler, carrément, je ne pouvais plus articuler des sons. Hein. C'est pas, je n'avais plus envie de parler, c'est que je ne pouvais plus parler. Et j'ai perdu en 15 jours une dizaine de kilos. Enfin, j'étais vraiment très mal en point. Si bien que j'étais obligé de m'arrêter un petit peu. Et puis, encore après, je me suis dit, je vais me battre contre cette dépression nerveuse. On veut me donner des béquilles médicamenteuses, mais je vais m'en passer et je vais me battre, etc. Si bien qu'un an après, j'ai fait un infarctus. Et quand j'ai vu le médecin urgentiste, dans le regard du médecin urgentiste, l'inquiétude de quelqu'un qui se disait on aura de la chance si on arrive à l'emmener jusqu'à l'hôpital, alors, tout s'est posé. Euh, mon épouse d'alors, la compagne, la mère de mes enfants, mes premiers enfants, de nos premiers enfants, était avec moi et je lui ai dit écoute, tu diras à tout le monde que j'ai une vie merveilleuse, au revoir. Tout était calme. Je n'avais plus rien à gagner, plus rien à prouver, plus rien à vouloir. C'est fini. C'est un vrai cadeau. Hein. Merci la vie. Et je pense que il se trouve que je suis encore vivant. Enfin, j'existe toujours, je respire, je construis, je bêche, je rabote, je scie, etc. Et cet épisode, je l'ai interprété comme la vie m'a dit: «Ah, tu comprends pas la première fois quand je te prive de ta parole, de ton vouloir, de ta motricité. Eh ben, écoute, puisque c'est comme ça, je vais te priver de la vie carrément. Donc ça va peut-être là, tu vas avoir un éclair de» et ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Alors, avant mes 50 ans, beaucoup d'épisodes qui étaient des épisodes violents, de souffrance, de beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup, beaucoup de combats, beaucoup. Après mes 50 ans, il m'arrive encore parfois de me sentir l'envie, l'élan de convaincre, vaincre, voilà, euh, de, 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 de vouloir faire valoir en fait. Et même quand je le dis, je sens plus les mots de la même manière. Ça marche plus. Là, quand je suis en train de dire essayer de décrire l'état, je sens bien qu'en moi, ça ne fonctionne plus de la même manière. Quelque chose s'est passé qui me fait dire aujourd'hui, la seule chose que je puisse faire, si ça peut être utile à la collectivité, c'est de témoigner de ce que je vis, de ce que je vois. J'enseigne rien, je ne sais rien, je peux juste dire ce que je sens, ce que je fais, la façon dont je marche à l'heure actuelle. Euh, et je le fais professionnellement et je le fais amicalement et je le fais dans mes relations avec les enfants, avec les amis, avec toi. Je suis plus capable
je suis très contente d'être capable de ça, en tout cas, parce que c'était fatigant et je trouve que l'énergie dépensée est énorme par rapport à ce qu'il y a de congruent avec la vie. Dans la simplicité et euh, alors, c'est un mot qui est difficile à prononcer parce que justement, si on a un tout petit peu de cette vertu, parler d'humilité, c'est toujours difficile, pour moi en tout cas. Mais l'humilité, pour moi, c'est la reconnaissance justement de sa propre simplicité, du fait que je suis une forme de vie, une petite forme de vie, une grande forme de vie, enfin peu importe, je suis juste une forme de vie et ce que je vis est singulier et je peux en témoigner si ça peut rendre service aux autres, si en plus le fait de témoigner, de d'être au jour le jour, à l'instant l'instant, juste ce que je suis, peut profiter au groupe dans lequel je suis, au nous dans lequel je suis, pour que lui-même se sente bien, vive en simplicité, que nos relations soient claires, soient plus fluides. Alors tant mieux, quoi. Mais juste ça, être simple. Je te dis, j'ai un peu de mal à dire être simple et humble parce que c'est pas un truc. Faut pas chercher à être humble, quoi. Ou bien on est simple. C'est peut-être simplement de la simplicité. C'est peut-être oui, de la simplicité seulement. C'est peut-être seulement de la simplicité. Et puis c'est tellement paisible, la simplicité. Je me sens tellement tranquille quand je suis débarrassé du vouloir, c'est doux, c'est très doux, c'est tendre. Je m'aime beaucoup comme ça. Je m'aime beaucoup, simple. Si tu me permets, Je t'en prie. j'ai envie de rebondir sur ce que tu proposes. Moi, je remercie infiniment la vie de m'avoir permis de goûter le lâcher-prise au travers de l'impuissance. Alors, par rapport à d'autres, toi et d'autres personnes, je me sens excessivement chanceuse parce que jusqu'ici, les choses ne se sont pas inscrites dans mon corps. C'est-à-dire que jusqu'ici, les signes, je dis, je crois que je vois arriver la montagne, je vais m'en occuper. Voilà. Et je suis vigilante aux répétitions aussi, ce qui ne veut pas dire que si je m'illusionne moi-même, la vie ne va pas me rattraper. Je lui fais grandement confiance là-dessus. Moi, ce que j'aime énormément de ce que la vie m'a donné à expérimenter, ce sont des occasions d'impuissance que j'ai eues. Oh, toutes simples. Enfin, je veux dire, je ne suis pas morte ou près, je ne suis pas allée au seuil de la mort. Donc, c'était beaucoup plus simple, mais ça m'a beaucoup marqué quand même. Une situation professionnelle il y a très très longtemps maintenant, enfin très très longtemps, selon le continuum du temps des gens qui nous écouteront s'il y en a. J'ai travaillé à l'époque pour France Télécom avant que ça devienne Orange. Et à ce moment-là, je dois avoir à peu près 27 ans par là. Et j'avais eu la naïveté de faire confiance à la personne qui avait signé le contrat, supposant qu'il avait eu ce qu'on appelle dans le jargon le bon brief, en tout cas les bonnes informations du client.
Et la mission qui m'avait été donnée, c'était: est-ce que tu pourrais faire un cursus managérial? Et donc, je me suis amusée, ça m'a amusée cette fois-là, de faire tout un cursus pédagogique. Je me suis bien amusée. Mais je n'avais pas regardé le contexte, le supposant clair, enfin, supposant que ce qu'on m'avait donné était clair. Voilà. Petite répartition des rôles, sans doute une grande naïveté, peu importe. Bref. Donc j'arrive le jour J, lui s'occuper des dirigeants, enfin de certains dirigeants, puisqu'en fait, comme il était plus âgé que moi, bah, c'était normal qu'il ait les chefs, et moi j'avais les chefs juste du niveau d'en dessous. Bon, normal, hein, jusque-là. Et je me souviens de la scène. Alors déjà, il y avait 20 personnes dans la salle, ce qui est quand même assez gratiné en général, mais en particulier quand il y a une situation délicate. Voilà. Bref, donc 20 personnes, je crois, j'y mettrai pas ma main à couper, mais je crois qu'il y avait 20 messieurs. Je crois pas qu'il y avait de femmes, faut que je me rappelle plus bien, mais bon. Et ce dont je me souviens, c'est que je dis bonjour à 9h. Ah, tu vois, je suis polie, hein, je dis bonjour, comment allez-vous? Et je n'ai plus rien dit jusqu'à midi. Et au fur et à mesure que j'écoutais ces personnes parler, tout ce que j'avais préparé, mentalement, je le mettais à la poubelle. Et alors ça, voilà. Alors le style de leadership face à ce que le gars est en train de dire, qu'il est complètement angoissé, qu'il ne sait pas comment il va pouvoir en parler à ses équipes, comment ils vont travailler ensemble. Tu vois, des existentiels professionnels, mais quand même, on était dans quelque chose de plein, de lourd. Et moi, je jetais tout ce que j'avais fabriqué. Bien. Et donc, il se trouve qu'à peu près à midi, eh bien, ils ont eu un besoin pressant. Donc, ils ont dit, on ne pourrait pas faire une pause. Donc, ils ont réalisé qu'ils étaient 21 dans la salle. Je dis, mais bien sûr, on va faire une pause. Là, je me dis, ça, au moins, je sais faire. Et je me suis dit, mais Enfin, voilà, pendant 3 heures, être face à 20 personnes qui partagent des choses angoissantes. Et à ce moment-là, à la pause, un gars vient me voir en disant, bon, on a tout cassé, on ne peut pas tomber plus bas. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et en fait, en une fraction de seconde, j'ai déduit qu'ils avaient compris que je pouvais faire quelque chose, sauf que je ne savais absolument pas quoi. Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai plus rien, mais si vous avez confiance en moi, comme moi, j'ai confiance en vous, on peut peut-être essayer un truc ensemble. Voilà. Donc, c'était mon entrée dans la facilitation de fait, hein, puisque quand tu n'as plus rien en termes de contenu, bah, il ne reste plus quoi que le contenant, l'être et les autres, et l'intelligence collective. Donc, c'était drôle parce que c'était avant que tout le monde en parle. Mais ce n'est pas ce sujet-là qui m'intéresse, c'était le vécu d'impuissance. Et visiblement, il y a un machin de moi qui fait que ça a marché. Parce que en fait, même si je jetais tout, je suis restée en silence et à l'écoute. Et l'autre monsieur, celui qui avait été le commanditaire, lui, il a fait son exercice machin et à midi, s'est fait virer. Et le DRH a dit, bon, celui-là, on l'a foutu dehors, maintenant, continue avec vous. Voilà, donc quelles que soient les circonstances, la vie peut, effectivement, si on lutte trop souvent, elle descend en profondeur, en disant, bon, jusqu'à ce que tu comprennes, hein. Mais c'est cette impuissance qui m'a toujours amené la résonance avec la vie et la confiance dans le vivant. Et donc, évidemment, ça s'est amélioré depuis mes 27 ans. Ouais, ça, c'était il y a la moitié de mon âge, dis donc. Donc, c'était exactement à la moitié de maintenant. Donc, j'ai eu le bonheur de plonger là-dedans et de continuer à cheminer dans cet abandon au vivant, dans cette confiance dans la vie, dans cette confiance dans l'autre, dans cette confiance en moi, mais pas au sens égotique, juste à me dire, je me laisse traverser par le vivant, puis on verra bien et ça va bien se passer. Voilà, et d'accepter que la vie me malaxe et que j'ai juste à la suivre. Voilà, donc c'était... Alors attends, si tu veux réagir, t'attends une seconde. Voilà, je suis... Quand tu parles, j'aime bien, hein, parce que franchement, on se dit des choses tous les deux et en sachant peut-être que d'autres vont les écouter. Quand tu parles d'impuissance, alors pour certains hommes, c'est difficile, hein, de s'avouer impuissant, hein. Mais j'ai envie de faire la distinction, en fait, de quelle
impuissance et de quelle puissance parlons est-ce qu'on parle entre nous? Parce que dans ton exemple, c'est très révélateur. C'est tu pensais que la puissance que tu avais était liée à ce que tu avais préparé, à l'avoir, tu vois, au savoir cumulé. Et tu avais une volonté, si j'ai bien compris, hein, tu me rectifies, hein, mais tu avais une volonté, tu avais une vraie volonté. Tu t'accrochais à ton savoir, à ton avoir, à tes supports, etc. En plus, un peu boosté par le fait que tu étais jeune, puis il y avait un consultant qui était plus âgé que toi, un homme, et que c'était des hommes en face. Enfin, on sent bien la tension, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et donc, on se construit une puissance faite d'avoir, faite d'outils. Et tout d'un coup, en fait, tu découvres ce que tu nous as raconté, c'est que tu découvres ta vraie puissance. C'est-à-dire que tu te découvres facilitatrice. Tu découvres la puissance que tu as, la capacité que tu as à faire en sorte que un groupe, dans la confiance, puisse dire, puisse élaborer, puisse créer, puisse se renouveler, puisse renaître. Et que toi, tu es là dans le flux de tout ça, en facilitant les choses, en faisant que ça circule, que ça se fasse de manière douce, ou même quand il y a des tensions, qu'elles soient vécues comme des vraies possibilités de changement, etc. Tu découvres ta vraie puissance. Et quand tu dis, j'ai eu envie de réagir à ça aussi, à un moment donné, tu dis, ben, maintenant, je me laisse traverser par le flux de la vie. Même là-dedans, la simplicité voudrait qu'on ne décide pas de se laisser traverser, qu'on se constate traverser, qu'on se vive traverser. Euh, Moi, de temps en temps, je suis un peu, comment dire, triste quand je vois certains intervenants, enseignants spirituels, qui disent, en gros, laissez-vous traverser par le flux de la vie. Prenez la décision de vous laisser. Mais non, on est traversé. On est traversé. On est une forme de vie. Donc, il n'y a même pas à laisser ou à lâcher prise. Il n'y a rien à lâcher. Il n'y a qu'à laisser faire, quoi. Ça vient tout seul. C'est là. C'est déjà là. Alors, tu sais, j'en ai pas parlé. Moi aussi, je travaille depuis quelque temps un peu avec des groupes, avec des gens, ce que j'appelle des êtres ensemble. Et je me suis rendu compte, il y avait une vieille formule en publicité, on va le citer, ça s'appelait Sega, c'était une console de jeu qui s'appelait Sega, et ça disait Sega, c'est plus fort que toi. La vie, forcément, elle est plus grande que soi-même. L'être ensemble, il a sa puissance propre, et quand on se met, comme tu le disais, au service, dans le courant, dans le flux, qu'on est attentif en fait à ce qui est et pas bardé de toutes ces armures de slides, de PowerPoint, de trucs. Mais c'est bien, de temps en temps, ça fait du bien, ça rassure, ça donne des bases. Mais euh, juste quand un nouveau groupe se constitue là, dans la pièce, dans l'espace où je suis, et que j'oublie tout ce qui a pu être apparence, préparation, vouloir et tout. Je sens l'être ensemble qui naît. C'est chaud, il y a des tensions. Je le sens, je le palpe physiquement, sensiblement. C'est là, c'est là. J'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin d'analyser. Je le sens. Et m'abandonner à ça d'une certaine manière, me laisser aller, me laisser porter par ça, en apportant moi aussi ma couleur, ce que je suis, mon enthousiasme, ma gaieté, parfois ma simplicité dans ce qu'elle a peut-être de déroutante. Tout ça participe à ce qui va se passer à ce moment-là et qui de toute façon est plein de promesses, de richesses, il y a plein de choses. Il va se passer quelque chose. Le moment présent, il est là de toute façon. Donc voilà, pour moi la simplicité c'est ça en fait. On se rejoint là-dedans. Et ton exemple était vraiment un exemple pour moi très parlant. C'est
Qu'est-ce qu'on fait? Même quand je décide de méditer, ou je décide de faire un jeûne, ou je décide de transformer mon alimentation, ou je décide de travailler ma spiritualité, je prends des outils, j'accumule des choses, j'accumule. Mon plaisir et aujourd'hui je sens dans mon corps quand j'en parle comment dire, l'énergie est différente. Quand je dis j'accumule, j'ai une espèce de truc comme ça qui m'oppresse un peu la poitrine. Alors que à partir du moment où je dis quand je m'abandonne, quand j'épure les choses, quand je laisse aller, je respire, je me sens beaucoup plus vivant, je me sens plus en relation avec la vie. Et alors Ah! ça me fait rire parce que ma pratique, qu'elle soit en entreprise ou pas, euh, j'ai besoin de savoir qui est inscrit, mais pas qui en termes de CV. J'ai besoin de savoir qui est là. Et en fait, j'ai en gros le fil conducteur de ce que je veux dire. Il y a une intention qui a été posée, il y a un nom qui existe, etc. Mais en fait, ça se recompose sans arrêt tant que le groupe n'est pas posé. C'est pour ça que j'ai besoin que les gens, quand je leur dis, j'ai besoin que vous inscriviez, pas pour des raisons financières, pour des raisons énergétiques. Parce que je sens quand machin est hésitant, quand truc, quand milieu. Et quand c'est posé, effectivement, je ressens ce qui va se passer avec ce groupe-là. Tu vois, je ressens les personnes et les liens. Et alors, les choses se composent avec eux selon ce qu'ils sont et l'alchimie qu'on fait ensemble. Et donc, ça m'amuse. Oui, tu verras après. Ça m'amuse parce que c'est entre guillemets invendable et en fait très vendable quand on est dans des relations commerciales parce que pour moi, ça écrème totalement mon marché, tu vois. Tous ceux qui vont me parler d'agilité en mode outil partent en courant quand ils m'écoutent parce qu'ils comprennent déjà pas ce que je dis. Et par contre, ceux pour qui je dis l'essentiel, ça va être la posture, c'est-à-dire qui on est. Et c'est de ce qui on est qu'on va tisser avec chacun qui est là et on va faire un truc ensemble super dont on ne sait pas a priori ce que ça va être, mais ça va être formidable ensemble. Et donc, il y a quelques personnes qui peuvent entendre ça et du coup, bah, c'est des clients ou des compagnons ou des complices, enfin ça dépend le champ dans lequel ça se situe, hein. Je veux dire, c'est pas toujours marchand ce que je fais, loin de là. Mais et puis les autres, de toute façon, même si on s'était forcé, ça marcherait pas, puisque comme tu le disais tout à l'heure, ils me demanderaient le slide numéro 42 et ça serait possible. En tout cas, merci d'avoir reformulé au travers de ce que je te confiais, cette notion effectivement comment une impuissance à transmettre du savoir permet la puissance de l'être. Et, Dévoile, oui, la puissance effective. et c'est cette puissance d'être juste présent qui fait que des choses adviennent. Bon, je t'ai vu en train de réagir, alors vas-y, je ne sais pas à quoi tu voulais réagir, mais je t'en prie. J'ai une image qui m'a traversé. Je ne sens un groupe que quand je suis en présence du groupe. Je ne demande jamais quels sont les participants avant. Il y a beaucoup d'organismes de formation m'envoient la liste des participants. Je ne la lis même pas. Pour deux raisons. La première, c'est que naturellement, j'en ferai rien, et puis je suis paresseux, voilà, ça fait partie de la simplicité, la paresse, j'ai l'impression. La seconde chose, c'est que j'aurais peut-être une petite méfiance par rapport à mes propres représentations. C'est-à-dire que peut-être que Christine Marsan a la capacité de sentir ce que peut être un groupe sur la base d'inscription. Moi, Philippe Clément en tout cas, je sais qu'il y a à l'intérieur de moi un petit disque dur où il y a sédentarisé plein de représentations des passés et je peux me faire une représentation, y compris d'ailleurs avec des gens que je connais qui viennent et sur lesquels je pourrais coller l'étiquette de ce qu'ils étaient il y a 2 ans, 6 mois, 15 jours, 30 minutes avant qu'on se rencontre en présence. Donc,
quand je te disais que je sentais la naissance d'un être ensemble quand il se constituait, c'était vraiment dans la présence de l'être ensemble. Et vraiment physiquement, des chaleurs, je vois des lumières particulières, des couleurs. En présence, ça devient très captable pour moi. Dans, dans l'absence, en fait, effective, euh, bien que les êtres soient présents ailleurs, cet être ensemble, il n'est pas encore constitué. Et l'être ensemble ne sera pour moi, est né, je remarque que l'être ensemble n'est qu'au moment où il est en présence. Mais tout ce sur quoi on travaille, toi et moi, l'intelligence collective d'un groupe qui est des personnes se rassemblent et c'est lors de la naissance que l'intelligence de l'être ensemble a une couleur particulière, que c'est vraiment dans le présent de cet être que j'arrive à sentir. Et il m'est arrivé, bien que, par exemple, ayant été compagnon de l'UDN, on a des exercices, on a des processus, on a des choses comme ça. Et il m'est arrivé, euh, étant moi-même dans l'être ensemble, constitué, hein, j'en fais partie, même si j'ai un rôle un peu particulier, d'abandonner complètement le peu que j'avais amené avec moi pour procéder en fait de ce qu'était la réalité du groupe et de son intelligence et de son émotion collective et de son physique collectif etc. Parce qu'un être ensemble, c'est un être, il y a tout dedans, il n'y a pas que l'intelligence, on parle beaucoup d'intelligence collective, mais il y a un physique collectif, il y a une émotion collective, il y a des tensions collectives, etc., et qui sont les tensions de cet être-là. Et il n'y a que quand je le rencontre, en fait, et quand j'en fais partie, que je suis à l'intérieur, que je peux vraiment le sentir. C'est ce qui me faisait un peu, me dire, ah, je ne sais pas si moi, en tout cas, je serais capable, sur une préfiguration de ce que peut être le groupe, de me dire, tiens, ça peut donner ça. Et j'irais jusqu'à être méfiant. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Tu l'as nommé en tes termes, tu as dit, moi, si je faisais ça, je pourrais être dans les représentations. Et là, moi, ce dont je te parle, c'est qu'en fait, pour moi, c'est énergétique. C'est-à-dire que les choses se mettent en place, c'est-à-dire qu'il y a un être ensemble physique sur le moment, mais il y a un être ensemble physique qui se crée avant et qui ne fait que progresser et descendre de plus en plus dans la matière jusqu'au moment de la rencontre. En fait, je suis absolument pas dans la représentation de qui est qui, je ressens simplement. Donc, je vais sentir qu'il y a de l'attention, qu'il y a de l'hésitation, qu'il y a de la résistance, qu'il y a de l'impatience, tu vois, c'est ce genre de choses. Et je sens, tu vois, les choses se composer. C'est de ça dont je parle. Donc, les choses se composent et c'est des états successifs avant la condensation dans le réel et la rencontre. Voilà, c'est de ça dont je parlais en fait. C'est ce que je te disais. Donc, Christine, tu a cette capacité-là. Philippe, pas du tout. Moi, c'est vraiment dans la matière en fait que les choses prennent. Et c'est très lié probablement, c'est très en accord avec ta nature spirituelle et ma nature spirituelle. Euh, quand je parle, quand je m'exprime ou quand je témoigne de ma propre spiritualité, ce que je te mettais en un mot dans mon message de réponse à ton invitation, j'ai une spiritualité qui est vraiment très simple et qui est essentiellement attachée à la forme. Comment expliquer ça? Pour moi, la vie, que d'autres peuvent nommer comme ils veulent, moi, la vie s'invente sans arrêt en créant des formes singulières, une fleur, un cheval, une Christine, un Philippe. Et dans cette forme, elle met une intention particulière.
en donnant à cette forme la capacité en lui donnant la liberté, avec l'intention qu'elle lui a donnée, d'en faire ce qu'elle veut au travers de son existence. Et c'est passionnant parce que c'est la seule façon pour la vie de se créer. Eh ben, si elle avait tout programmé à l'avance, si toutes les formes avaient un destin de réalisation de l'intention d'une certaine manière, la vie aurait programmé et la vie n'inventerait rien. Si elle est créatrice d'elle-même, pour moi, c'est parce que elle a laissé l'entière liberté à cette forme d'utiliser en fait cette intention et de l'incarner comme elle le veut. Mais c'est bien dans l'incarnation. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, encore une fois, je vis ma simplicité aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que je perçois pas ce qui n'est pas incarné, quoi. Ce qui n'est pas, je perçois pas, je ne sens pas. Ça fait pas partie de ma capacité de perception. Par contre, je crois que je sens très très fort ce qui est incarné. Pour moi, il n'y a pas. Ça voudrait dire, tel que je le comprends, qu'il y aurait des dimensions à l'être différentes. Je connais ces représentations avec la forme, l'aspect physique et puis des corps éthérés, des choses comme ça, et qu'on pourrait percevoir. Mais ça, je ne les perçois pas. Je ne vois que ce qui est. Je suis comme saint Thomas. J'ai besoin de l'incarnation pour pouvoir sentir, parce que je suis un être foncièrement incarné, très très incarné, quoi. J'ai pas de j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir de trucs, tu vois, autour là. Même si je perçois un peu quand quelqu'un est en présence, je perçois un peu des une espèce de couleur un peu autour de lui, mais pour moi, ça fait partie de son incarnation. Donc voilà. En fait, juste une reformulation, non pas pour toi, mais je dirais plutôt pour un auditoire éventuel. Je pense que ce dont nous parlons, ce qui fait la différence, c'est parce que dans les deux cas, c'est de l'incarnation, mais c'est une question d'être visible ou pas forcément visible. Et en fait, moi, je me rends compte que je suis très réceptive à des dimensions qui ne sont pas visibles, mais qui sont pourtant opératives. Et c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse profondément. Non pas que le reste ne m'intéresse pas, mais ça m'intéresse profondément de me dire, mais comment c'est possible que des choses que l'on ne voit pas aient une incidence? La relation entre deux êtres, j'adore l'exemple du silence, quand il est agréable ou quand il est tendu. Dans les deux cas, il n'y a pas de mots, sauf que la texture est différente. Bref, donc je pense que ce que tu viens de nommer, c'est que quand tu parles de spiritualité incarnée, elle est pour moi vraiment dans la matière et dans le visible, même si tu dis que quand même tu ressens aussi d'autres choses, bien sûr. Et moi, je pense que j'ai une spiritualité qui est dans cette visibilité, et aussi avec une facette non visible. Et du coup, c'est une singularité, puisque j'essaie de donner des clés de lecture sur ce non visible pour éviter justement tout et n'importe quoi. Enfin bon, bref, je n'ai pas épilogué sur le sujet, c'était juste une reformulation pour... Ouais. pour Est-ce que je peux reformuler encore? Je parlerai de perception plus que de visible qui fait appel à la vision. C'est-à-dire qu'il y a le perceptible et il y a l'imperceptible. Il y a ce qui est plus difficilement perceptible. On a peut-être chacun, en fait, quand la vie crée notre forme, elle met peut-être dans l'intention et dans le bagage qu'elle nous donne pour la servir et librement pouvoir la faire croître et l'incarner. Elle met peut-être dans ses bagages des capacités perceptives différentes, des capacités de perception différentes. Tu parlais des silences entre deux personnes, bien sûr, et quand tout à l'heure je parlais de l'être ensemble qui se constitue, je perçois des choses
Je perçois des phénomènes, je perçois des mouvements, je perçois des je perçois alors des énergies, je ne sais pas si j'appellerais ça des énergies, mais il y a une chaleur, il y a une densité dans la constitution de l'être ensemble que je suis capable de percevoir. Hein, il y a un truc, je pourrais presque le palper en fait. Alors qu'il y a des gens qui palpent pas du tout ça. Ils voient des personnes qui se mettent en rond, voilà, moi, je palpe bien. Et quand on fait des exercices comme la vague, par exemple, en groupe, ou quand on fait de la danse contact, ou quand on fait des choses comme ça, on sent bien, au-delà de la sensation physique de corps contre corps, je suis capable, moi, de percevoir une densité, une chaleur, ou d'ailleurs, ça peut être froid, ou ça peut être fluide, ou ça peut être crispé, etc. Je perçois ça. Donc, on a probablement, dans notre forme, des capacités de perception qui sont différentes, et je pense que ça me paraît tout à fait imaginable dans ma conception mentale que certaines personnes sont capables de percevoir des choses que moi, je ne perçois pas. Et que je perçois des choses que les autres. C'est pour ça que les témoignages et l'accueil du témoignage des autres est si important. Parce que la forme qui est à côté de moi n'a pas été constituée des mêmes éléments. Donc, elle a des capacités que moi, j'ai pas. Donc, je vais offrir ce que je perçois de la vie, de ma vie. Je vais témoigner de ce que je suis, parce que dans cet échange, on va enfin pouvoir savoir plus. On va pouvoir, je vais avoir confiance. Si moi je donne ce que vraiment je vis, l'autre va faire la même chose et on va s'enrichir mutuellement. C'est intéressant même par rapport aux circonstances. Quand tu parlais, enfin quand tu situais notre constance, qui sont des circonstances de confinement, de retour à soi, de retour à ses perceptions, peut-être dans plus restreint, etc. Si chacune des formes vivantes, chacune des personnes, chacun des êtres a la capacité en fait d'aller tendrement et euh, avec attention, avec douceur vers sa nature et découvre ce qu'il est capable de percevoir à l'intérieur, que nous retrouverons en fait, et bien plus simplement ce qu'on est et qu'on accueille plus simplement et avec confiance ce que nous offrent les autres. Ah, on va être riche. De ce moment de conversation et de nos échanges, de nos différences et de nos points de raccordement, si on ramenait tout ça vers à quoi ça pourrait servir à un auditeur ou une auditrice dans le contexte singulier de notre histoire de vie, pas que la nôtre, hein, mais celle plus large que nous vivons, qu'est-ce que ça t'amènerait à dire? Qu'est-ce que tu auras envie de dire comme moment conclusif? Moi, j'aurais envie de dire tout simplement, euh, si un type comme Philippe Clément est capable d'intéresser qui que ce soit avec ce qu'il dit, avec ce dont il témoigne, chacun de ceux qui écoutent sont capables de le faire, quoi. Sincèrement, je vais regarder directement la caméra, comme ça, sincèrement, plus intéressant que moi. Et je serais ravi de vous connaître et que vous m'offriez ce que vous avez découvert durant cette période peut-être particulière. Ouais. C'est curieux, je sais pas qui vous êtes derrière votre écran.
j'arrive pas vraiment à vous imaginer, mais j'ai j'ai bien soif de ça, quoi. Que vous me racontiez, que vous veniez à moi et aux autres, que vous vous racontiez aux autres, que vous vous disiez en simplicité ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux, ce qui vers quoi vous allez, vers quoi vous vous sentez attiré. Si vous le faites, si on est nombreux à le faire, comme j'ai essayé de le faire là, heu, ça peut être plus simple quand même et beaucoup plus paisible, tout ce qu'on a à vivre dans les jours, mois, années à venir. Donc, ce que je comprends que tu partages, c'est que en partant du témoignage de qui on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, et c'est tout, pas forcément en tirer des enseignements, des leçons, des spéculations et autres, il y a quelque chose de beaucoup plus calme et apaisé et tranquille pour être en capacité d'accueillir tout ça. Bah, écoute, je le partage d'autant plus que c'est pour ça que je t'ai proposé qu'on se parle, parce que je pense, j'ai la naïveté de croire qu'effectivement, se déposer en authenticité, faire témoignage de son parcours, de qui on est, de sa simplicité, de son authenticité, peut-être une clé. Voilà, c'est ce que je me dis. Peut-être ça peut être une clé pour accepter de lâcher des tas d'oripeaux dont on n'a pas besoin, qui d'ailleurs, si le confinement continue, il n'y en aura plus beaucoup. C'est quoi ton rôle? Bah, il n'y a plus de rôle parce qu'il y a plus de clients, parce qu'il n'y a plus d'entreprise. Voilà. Et qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce qui reste? Et donc, il y a quelque chose dans le qu'est-ce qui reste qui va être de l'ordre de la communion avec le vivant, de l'expression, comme tu le disais, de cette forme singulière qu'on a chacun et de cette intention de la création qui nous habite. Et elle se décrit comment? Elle se décline comment? Elle s'amuse comment? De nous, à travers nous, par nous et au service autour. Et c'est vrai que je pense que je ne dois pas avoir la même tête, alors nonobstant l'aspect vieillissement de la chose, je ne dois pas avoir la même tête maintenant en étant beaucoup plus tranquille et joyeuse que quand je voulais faire des trucs. Tu vois, parce que en voulant faire des trucs, je dois avoir une tête, enfin je caricature, tu vois, mais il devait y avoir. D'ailleurs, c'était drôle, tu regarderas sur la partie vidéo, tu verras que quand tu as parlé de avant tes 50 ans, tu n'as plus la même tête. C'était super Ah intéressant. bah, Moi aussi, j'ai pu avoir la même tête à tel ou tel moment, mais c'était vraiment flagrant dans le sens où quand tu parles de qui tu es maintenant, il y a quelque chose de bonhomme, de souriant, de euh, d'élargi, de généreux. Alors élargi, pas gros, hein, je te rassure, mais épanoui comme ça. Et quand tu as parlé de cette phase avant, il y a quelque chose qui s'est ramassé, qui ah, j'ai dit, bah, je vois bien le bonhomme dont tu parles juste avant, tu vois. Et incontestablement, quels que soient les mots qu'on emploie, lâcher prise, simplicité, authenticité, peu importe, il y a quelque chose qui fait en surfant, en jouant avec Madame la vie qui est à l'intérieur, à l'extérieur, dedans, au travers, etc., quelque chose qui est joyeux, quoi. Et moi, j'ai toujours eu l'impression, toujours, j'ai l'impression depuis pas mal d'années d'être dans une cour de récréation tout le temps. Tu vois, il y a pas une impatience de l'ego, mais une impatience de l'enfant, dire oh, c'est quoi la nouvelle surprise? Tu vois, c'est plutôt ça, dire oh, ça va être quoi la surprise d'après? Tu vois, bon, des fois la surprise c'est boing, mais oui, oui, mais même Boeing, encore une fois, tu m'as invité en fait, et maintenant c'est moi qui invite d'une certaine manière ceux qui pourraient nous regarder. Même si c'est Boeing, dites-le moi, dites-le aux personnes qui sont autour de vous, vos proches et les gens que vous aimez. Dites-le simplement. Je suis euh, tendu, je suis stressé, j'ai mal, parce que voilà ce qui se passe. Dire simplement ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, et encore une fois, c'est que cadeau pour soi et puis pour les autres, en fait.
Parce que c'est quelqu'un de vrai, de simple, c'est vraiment la personne dans son être qui est là, quoi, si vous faites ça et si je fais ça. Alors moi, j'ai essayé de le faire, hein, le plus possible parce que c'est vrai que il y a une vidéo, tu vois, j'ai quand même mis je me suis assis dans un coin qui était sympa, pas à côté du tas de compost, si tu veux, voilà et je me suis peigné, tu vois, quand même. Mais pendant tout le temps où j'étais avec toi, j'ai juste essayé enfin, j'ai pas essayé d'ailleurs, j'ai laissé, parler les choses. Donc si ça a pu, servir, bah, tant mieux, mais surtout c'est la question que tu me posais pour conclure, à quoi ça pourrait servir, dans quoi tu l'inscris et cetera. Si ça pouvait en fait, heu, laisser voir qu'on est bien quand on est comme ça. Moi, je suis bien quand je suis comme ça. Je suis bien, je suis heureux, je suis bien, vraiment. Heu, voilà, c'est à mon tour, j'invite à ça et encore une fois, dans cette période particulière, avec le fait que la vie dans son ensemble, la vie sociale, la façon dont ça s'organise, nous fait être plus attentifs, où on peut donner de l'attention à ce qu'on est, eh bien, une fois qu'on réouvrira les portes, offrir ce qu'on est, et pas ce qu'on a, pas ce qu'on voudrait, pas ce qu'on, pas les idées qu'on possède, juste ce qu'on est, juste ce que l'on est. Et c'est cool, ça fait du bien. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce moment parce que finir dans ce moment singulier où on est encore confiné, ça va souvent dire que le simple fait d'être soi-même simple et joyeux, ça me semble être une belle clé par rapport à d'autres choses que j'ai même pas envie de nommer, mais qui sont largement proposées. Et voilà, retrouver cette simplicité de l'existence et ouvrir le champ que c'est accessible à tous, c'est facile et se l'offrir, c'est magnifique. Et puis j'entends bien ta proposition que chacun fasse ça. Et ben donc vous êtes les bienvenus. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on se quitte comme ça? Ah bah, ouais, pas sans t'avoir fait un gros bisou quand même. Merci. Un grand merci à toi d'avoir bien voulu essayer cette conversation spontanée. Merci à toi. Eh bien, je t'embrasse aussi de loin. Je te salue.